à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette émission en live sur les plateaux d'Agnews Expérience Client. Nous sommes partis pour 1 heure. Réagissez, échangez, posez vos questions. Nous ferons en sorte de saisir la balle au bon. Au menu de cette table ronde, la cartographie des services réclamation client. Il sera question d'acculturation ou de culture réclamation, d'amélioration continue, de délai de traitement et de communication sur le sujet, ou encore de pilotage de la réclamation. Et pour échanger sur ces sujets nombreux et à enjeux, nous accueillons 3 invités ce matin. À ma gauche, tout d'abord, Emmanuel Saint-Jost, directeur voix du client chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Emmanuel. Et à ma droite, Nadine Garabé, directrice générale adjointe chez Init. Bonjour. Bonjour Nadine. Et enfin, pour clôturer ce tour de table, Marie-Louise Julien, déléguée générale de la marque. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Geoffroy. Alors, premier grand sujet qu'on va aborder aujourd'hui, celui justement de la culture réclamation, de l'acculturation au sein des entreprises. Nadine, est-ce que la réclamation est un sujet sur lequel on évangélise, on sensibilise? Ça se passe comment dans les murs des entreprises sur ce sujet-là? Alors oui, ça avance, mais il y a encore du chemin à parcourir. Pour vous partager un premier chiffre clé sur cette édition, donc 2021. Alors juste un point méthodologique, donc c'est une étude qui a été réalisée au dernier trimestre 2021 sur 149 entreprises, donc on est sur une base qui est très solide d'interprétation. Donc premier chiffre clé sur l'acculturation, on va dire, au sein des entreprises, la capacité des entreprises à mobiliser autour du sujet des réclamations. Pour 70% des entreprises, les CODIR COMEX sont destinataires d'un reporting dédié aux réclamations. Alors c'est un chiffre qui, à mon sens, me semble d'un bon niveau. Il est stable par rapport à la précédente édition que nous avions fait en 2018, voici 3 ans. Alors pour autant, est-ce que ces CODIR COMEX prennent pleinement connaissance de ce reporting? Ça reste à vérifier. Il y aura un témoignage à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ils en sont destinataires. Après cette sensibilisation, il faut qu'effectivement elle soit plus portée aussi en interne auprès de l'ensemble des collaborateurs, parce que deuxième chiffre clé, il y a seulement 40% des entreprises qui sensibilisent aux réclamations la totalité du personnel en contact avec les clients. Et il y a près de 50% des entreprises qui nous disent que seulement une partie du personnel en contact avec les clients est sensibilisée au sujet des réclamations. Donc très clairement, ça montre le chemin qui reste à parcourir. Il y a encore une marge de progression? Absolument, tout à fait. Et ça reflète aussi le décalage que nous, en tant que sondeurs chez Init, on peut ressentir entre les taux de réclamation qu'on mesure dans nos sondages, qui sont généralement bien plus élevés que ceux qui sont effectivement topés et enregistrés en entreprise dans les bases CRM. Et par rapport à l'année dernière, ce chiffre de 40%... Alors là, il est stable également. Il est stable également, d'accord. Il n'a pas évolué. Très bien. Je me tourne vers Emmanuel, justement, très concrètement, chez BNP Paribas Cardiff, ça se passe comment sur ce sujet? Alors, pour parler peut-être du premier sujet, la sensibilisation de la direction générale et des CODIR, bon, déjà, comme tous les sujets de culture client, effectivement, il faut que ce soit un sujet qui soit incarné par la direction générale et donc il faut que la DG soit sensibilisée au sujet des réclamations. Alors, chez BNP Paribas Cardiff, on a 2 types de supports réguliers qui permettent effectivement à la DG et au CODIR d'être informés sur le sujet des réclamations. Tout d'abord, je pourrais parler du compte-rendu du comité réclamation voix du client, qui est un comité périodique qui rassemble l'ensemble des business units, où on parle volume, reproches et pistes d'action autour des réclamations. J'en parlerai un peu plus concrètement peut-être tout à l'heure dans une autre thématique, mais en tout cas, ce compte-rendu est systématiquement adressé à l'ensemble du COMEX BNP Paribas Cardiff au niveau de la France. En termes de périodicité? C'est à peu près tous les 2 mois. D'accord. Voilà. En fait, c'est par business unit et il y en a tous les 2 mois. C'est un gros travail de préparation. Donc, tous les 2 mois, à minima, ils ont ces chiffres-là mis à jour par business unit. Et on complète en fait ce sujet, effectivement, périodique tous les 2 mois par un bilan annuel des réclamations qui est également très complet. C'est-à-dire que dans ce bilan annuel, on va retrouver bien sûr tous ces chiffres qu'on a travaillés périodiquement, mais on va aussi mettre en exergue des exemples d'amélioration qui ont été effectués dans l'année à partir de l'analyse des réclamations, pour toujours redonner du sens autour de ces sujets de réclamation. D'accord. Et au niveau des équipes, si on doit réagir sur le deuxième chiffre? Alors 40% effectivement c'est faible. Alors justement au niveau des équipes, déjà ce bilan annuel réclamation dont j'ai parlé, il est adressé à la DG, mais il est en fait adressé à l'ensemble des managers de l'entreprise et bien sûr diffusé à l'ensemble des collaborateurs. Il est fait de façon assez visuelle pour qu'il soit bien approprié et d'ailleurs on le met en scène, je dirais, qu'au moment de sa diffusion. C'est-à-dire que l'an dernier, par exemple, on a créé un petit événement client qui nous a permis de faire un petit jeu. On a des événements clients régulièrement, une demi-heure et quand le thème est le bilan, on va
faire des petits sondages pour que les gens devinent les chiffres clés, se les approprient et les mémorisent, et ensuite il est diffusé dans l'Econet. Donc ça, c'est un des premiers sujets par rapport à la sensibilisation globale aux réclamations, mais de façon plus spécifique par rapport au deuxième chiffre dont parlait Nadine. Moi, je vous proposais justement un petit exemple de la façon dont on a procédé pour sensibiliser les gens en contact avec le client sur ces enjeux de réclamation. On a créé en fait une petite vidéo de sensibilisation, vidéo, e-learning, qu'on a voulu volontairement assez ludique et assez décalée, qui permet aux gens de ne pas s'ennuyer en la faisant. Et en fait, cette vidéo, elle va à la fois rappeler justement l'enjeu pour les entreprises de façon à bien traiter les réclamations, et puis elle va aussi préciser le dispositif de traitement, rappeler la définition de la réclamation, rappeler les acteurs et la façon dont on est organisé. Et ça, notamment, ça permet, comme disait Nadine, de bien sensibiliser les gens à identifier la réclame de façon à ce que soit enregistré dans les CRM et qu'on puisse s'en servir quand on fait des analyses. Alors pour bien comprendre, ce module e-learning, cette petite vidéo, elle est à destination des collaborateurs qui sont en contact avec le client ou c'est pour tout le monde? Elle est obligatoire pour les collaborateurs en contact avec le client, c'est-à-dire elle fait partie de la prise de poste et du package finalement de formation. Et puis elle est accessible de façon beaucoup plus large à l'ensemble des collaborateurs et des managers qui veulent en faire bénéficier. Ça fait partie un peu de l'onboarding ou c'est formation continue? Onboarding bien sûr, et puis ça peut être de la formation continue dans d'autres circonstances. Très bien, merci Emmanuel. Marie-Louis, je me tourne vers vous. Comment réagir par rapport à ces chiffres? Alors, je rebondirais peut-être sur le 40% également, qui me semble effectivement un peu faiblard. On pourrait s'attendre à imaginer, espérer mieux, d'autant qu'il y a, c'est ce que nous disent des travaux universitaires qu'on avait menés à l'époque avec Daniel Ray et William Sabedi, il y a une orientation réclamation client. Et donc, effectivement, sensibiliser l'ensemble de l'entreprise à ce qu'est la réclamation et aux opportunités qu'elles peuvent lui donner est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça passe notamment par la définition. Et en fait, ce qu'on avait constaté à l'occasion de cette première étude il y a une dizaine d'années, c'est qu'il existait donc une typologie d'entreprise orientée réclamation client et que la définition même de la réclamation joue un rôle très important. Et on avait constaté lors de la précédente étude qu'un peu plus de 70% des entreprises étaient dotées d'une définition de la réclamation. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 77%. Et ça me semble être une très bonne étape. Et l'avantage, effectivement, de définir une réclamation, alors sachez que c'est une de nos vieilles marottes à la marque, mais c'est que ça permet effectivement quelque part de normaliser finalement une insatisfaction. Et dans une relation entre une marque et un consommateur, il y a des hauts et il y a des bas, comme dans des couples, et le fait de l'exprimer, c'est une bonne chose, car c'est finalement ni plus ni moins que donner une chance à la marque de pouvoir resatisfaire, refidéliser, doper la recommandation. Et donc cette définition est une étape effectivement très importante. Et puis après, je pense que la notion du parcours d'accueil qu'évoquait Emmanuel me semble extrêmement, non seulement pertinente, mais nécessaire à l'arrivée de chaque nouveau collaborateur, effectivement, de montrer l'intérêt, la valeur du service relation et réclamation client. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui, dans leur parcours d'accueil, dans leur parcours d'onboarding, comme vous l'évoquiez, mettent en valeur la réclamation et le service client sur l'usage, la valeur qu'elle peut produire dans la relation. Donc finalement, un besoin de formalisation, comme on formalise un peu la promesse client. Au niveau de la réclamation, justement, si on reste sur ce process de formalisation, vous observez de grandes variations, justement, d'une entreprise à une autre? Alors, finalement, il y a un grand concept de réclamation qui... Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup, je vais répondre, non pas au doigt mouillé, mais on n'a pas approfondi ce point en particulier, mais ce qui ressort souvent, et je crois que c'est d'ailleurs une norme qui a défini, qui est effectivement sur l'expression d'une insatisfaction client, qui est d'ailleurs la définition également de la marque, qui est la réclamation et l'expression d'une insatisfaction qu'un client impute à une entreprise ou une organisation dont il demande la prise en compte et la non-récidive. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évolué. Je me rappelle pour le coup, il y a maintenant presque 17 ans à la création de la marque, on avait des entreprises qui définissaient qui actaient comme réclamation, limite à recommander, déposer en gants beurre frais par un huissier. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse évolution et dans la maturité même des entreprises, aujourd'hui dans certaines boîtes, une demande d'information va être topée comme une insatisfaction, au motif que cette demande d'information a dû être formalisée par le client car l'entreprise s'identifie comme ayant été incapable d'apporter une information proactive. Donc la définition de la réclamation révèle souvent la maturité de l'entreprise par rapport au sujet de l'irritant. Il ne faut pas se tromper. L'orientation réclamation client, c'est ni plus ni moins que d'accepter que l'entreprise est imparfaite. Et ça, je pense que toutes les entreprises aujourd'hui en sont conscientes. Et du coup, être orienté réclamation client, c'est ni plus ni moins que de se doter d'une chance de pouvoir capter tous les irritants pour pouvoir les limer les uns après les autres afin de produire une expérience
pour le coup, client qui soit optimal et qui vise l'excellence. Alors j'ai une petite question sur le chat justement, je pense que ça concerne le concept de réclamation. Oui. Une question de Caïs qui demande comment ça se passe au niveau du client et de la réclamation, notamment au niveau des clients atypiques. Est-ce que justement la réclamation est quelque chose qu'on polarise selon une façon de considérer le client par rapport au segment d'âge, au segment de sexe, au segment ou c'est justement quelque chose d'agnostique qui est plus lié au métier, au process. Alors là, je vais peut-être botter en touche, mais je crois, nous en tout cas, on n'a pas dans cette étude apporté un focus sur le profil type, si j'ose dire, du réclamant. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est effectivement toutes les parties prenantes de l'entreprise ou pas d'ailleurs, et dans la définition de la marque, un citoyen, un riverain par exemple, qui exprimerait une doléance à l'égard d'une entreprise, parce qu'il en est par exemple le voisin, c'est bel et bien une réclamation. Pour autant, on comprend bien que dans la notion du riverain, il n'est pas consommateur de l'usine qui peut peut-être polluer ou l'indisposer par des odeurs. C'est vraiment très large. Très bien. Alors l'un des grands faits saillants de cette étude, de cette cartographie des services réclamation, c'est vraiment une montée en puissance des réseaux sociaux qu'on observe. Nadine, justement, quels enseignements sur ce sujet spécifique des nouveaux canaux digitaux ? Alors c'est vraiment effectivement une tendance majeure, hein, la montée en puissance des réseaux sociaux comme canal de réclamation. Alors c'était déjà élevé en 2018, hein, mais là pour le coup c'est une des progressions les plus fortes qu'on constate sur cette édition 2021. Hein. On a près de 95% des entreprises qui prennent connaissance des réclamations laissées sur les réseaux sociaux. C'est une progression de près de 8 points par rapport à 2018. Alors je crois que c'est le chiffre le plus élevé dans l'enquête, hein, donc, ce qui montre le côté consensuel, mais ce qui reflète aussi à quel point effectivement il y a un risque majeur quand des réclamations sont postées sur les réseaux sociaux, hein, puisque c'est un risque de perte de chiffre d'affaires pour une entreprise, pour une marque. Et donc cette vigilance accrue pour effectivement identifier éventuellement des réclamations postées sur les réseaux sociaux prend place dans un contexte où effectivement c'est un canal croissant de plaintes, puisqu'on a près de 57% des entreprises qui reçoivent des réclamations par les réseaux sociaux. Et là aussi, c'est une évolution très forte par rapport à 2018, c'est près de 10 points de plus que la mesure qu'on avait fait en 2018. Donc il y a de plus en plus de gens qui postent des réclamations sur les réseaux sociaux, d'où l'importance effectivement pour les entreprises d'être orientées clients, hein, pour éviter ces dérapages, hein, qui sont des vrais risques, hein, parce que pourquoi les réclamants en arrivent à faire parfois des réclamations sur les réseaux sociaux, soit parce qu'il y a des réclamations qui ne sont pas traitées, ils n'ont pas obtenu de réponse, hein, donc ils vont se plaindre sur Internet pour avoir un moyen de pression, ou alors ils ont obtenu une réponse mais ils n'ont pas obtenu gain de cause, parfois à raison, hein, l'entreprise a eu raison, mais bon, ils l'utilisent comme un moyen de pression. Hein, donc effectivement, ce point-là, hein, est une des tendances majeures qui est nécessaire qui doit pousser les entreprises à mieux être orientées réclamation. Donc finalement, les réseaux sociaux deviennent davantage un canal de réclamation que de recommandation. Là, c'est un peu... C'est les deux. Voilà. C'est les deux, d'accord. Il n'y a pas de tendance qui... Il y a une tendance de fond, il y a une tendance de fond des avis globalement. 90% globalement des Français regardent maintenant les avis sur Internet pour s'informer, pour faire un choix. Bien sûr, oui. Donc ça devient dans les habitudes. Donc les recommandations sont très importantes, effectivement. Tout ce qui est avis est très important, mais effectivement le poids des réclamations devient majeur aussi dans le processus de choix. D'où l'importance de gérer au mieux les réclamations en interne, hein, pour éviter qu'elles ne se diffusent de façon publique, hein, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Justement, Marie-Louise, comment on peut gérer cette tendance, cette montée en puissance des réseaux ? Je ne sais pas s'il faut lutter. Je pense que ça fait partie du quotidien des entreprises maintenant que d'être en contact avec des clients qui s'expriment à travers leurs réseaux sociaux ou des riverains qui s'expriment à travers des réseaux sociaux. Je pense que l'élément de réponse, de mon point de vue, est donné dans ce que vient de dire Nadine. C'est-à-dire que souvent, effectivement, l'expression d'une réclamation ou d'une insatisfaction à travers les réseaux sociaux montre quelque part l'incapacité ou le trou dans la raquette qu'a pu avoir l'entreprise dans la gestion peut-être initiale d'une insatisfaction, ou alors pire, le client ou le citoyen ou le consommateur, vous l'appelez comme vous voulez, a une telle défiance ou a tellement perdu confiance à l'égard de votre boîte que finalement il n'est pas là pour réclamer, il est plutôt là pour vous afficher et limite faire un espèce de name and shame sur le web. Ah ouais. Et donc je pense que la question est probablement plus dans l'accessibilité, dans la joignabilité et dans l'étude. Alors il y a deux chiffres qui bougent. Alors ça serait trop simplifié que de dire il y a un vase communicant, mais on a constaté, je crois, 8 points de moins sur la mise en avant des coordonnées du service réclamation client sur Internet, et on observe effectivement 8 points de plus sur
la part de clients qui réclameraient sur le web. Ça serait beaucoup trop simple que de dire ouais, on retrouve les -8 et les +8 ici. Mais il y a probablement quelque chose, c'est-à-dire que moins vous vous rendez accessible et plus vous allez effectivement créer une déviance et ça va s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et il est évident que si vous vous cachez, le jour où on trouve votre bunker, on va tirer dessus au mortier très très fort. Donc je pense que la réponse est probablement dans l'accessibilité, dans le fait de soigner évidemment la gestion de la réclamation. Mais après, les réseaux sociaux, il faut en être aussi beaucoup de gratitude à l'égard des réseaux sociaux. Je me rappelle qu'il y a 17 ans, avant les réseaux sociaux, la réclamation était vraiment planquée dans le fond de la cave. Le client était souvent identifié un peu comme l'idiot utile dont on avait besoin pour pouvoir acquérir des projets, des dossiers. Et les réseaux sociaux ont permis finalement aux clients de pouvoir porter une voix. Et ça a surtout aussi permis aux entreprises Sioux de pouvoir créer une relation, cette fameuse conversation entre le client et la marque pour savoir où étaient les bugs, où elle devait s'améliorer, où elle devait refidéliser et où elle devait finalement transformer l'entreprise. Donc les réseaux sociaux, je ne dirais pas c'est pas bien ou il faut lutter contre. Je pense que c'est même pas un mal nécessaire, c'est une réalité qui s'impose à nous tous. À nous de faire en sorte que les clients n'aient pas besoin de nous gratter ou de nous attraper via les réseaux sociaux et surtout d'écouter les réseaux sociaux parce que souvent ils nous mettent face à une réalité qu'on n'aime pas voir mais qu'on doit pourtant entendre. Je vois qu'il y a encore une question, je la prends au vol. Eric nous demande, c'est toujours un peu dans le concept de réclamation, pour que les choses soient bien claires pour tout le monde, qui nous demande si le service réclamation, finalement, c'est pas une extension du service consommateur. Là-dessus, je pense que le service réclamation a connu de multiples rattachements. C'est-à-dire qu'historiquement, c'était très qualité, et d'ailleurs, Emmanuel pourrait en parler, mais historiquement, la réclamation, en fait, c'est un client qui nous disait qu'on avait bugué, et historiquement, l'entreprise disait, ici, il y a eu bug, c'est qu'on est sorti du cahier des charges, donc c'est au qualiticien, en gros, de traiter le truc. Ensuite, on a découvert que dans la relation entre une marque et un client, il y avait effectivement cette notion de relation, donc on a, je ne veux pas dire créer, mais du coup, il y a eu cette réclamation dans la relation client. Il y a eu ensuite des parcours clients, satisfaction client, il y a expérience client aujourd'hui. Et je pense que la réclamation client, j'ai envie de dire presque, quel que soit le rattachement qu'on lui donne, elle a à donner à voir à l'ensemble de l'entreprise. Donc oui, je pense que, je ne sais pas si c'est une extension, mais en tout cas, il est évident qu'elle a à travailler avec notamment le service consommateur, expérience client ou autre. Il y a même des services réclamation qui, fut un temps, étaient même rattachés au DG. Je veux bien rebondir justement sur ce que dit Marie-Louis, parce que c'est vrai que ce qui est surprenant, enfin peut-être, je ne sais pas si c'est surprenant, en tout cas, le service réclamation, notamment dans notre entreprise BNP Paribas Cardif, a régulièrement changé de rattachement, finalement. Et donc, ça reflète probablement une évolution. Et effectivement, Marie-Louis parlait de qualité, parce qu'à un moment donné, effectivement, c'était qualité réclamation, qui était plutôt rattachée côté gestion de produits, en fait. On a été rattaché, l'équipe réclamation était rattachée à une époque plutôt au service back-office. Et aujourd'hui, en fait, l'équipe réclamation est rattachée à une direction qu'on appelle Customer Advocacy, qui est une direction qui porte la transformation client dans l'entreprise. Et on voit bien que par là, en fait, ce qu'on porte, c'est plutôt justement tout l'aspect opportunité qu'offre la réclamation pour s'améliorer, pour transformer nos parcours, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas neutre la façon dont on rattache. Et le deuxième élément dont on parle parfois à la marque, c'est aussi le rattachement et le nombre d'échelons versus l'accès à la direction générale. Est-ce que finalement, le service réclamation est très proche. Voilà, exactement. Plus facilement. Exactement. Je raccroche les wagons avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a une question sur ce sujet, mais je pense que je vais d'abord vous poser la question de comment ça se passe chez vous. Alors déjà, par rapport à ce que disaient Marie-Louis et Nadine, je relativiserai un petit peu le sujet des réseaux sociaux comme finalement la fuite du fait qu'on n'a pas réussi à passer sur l'entreprise. C'est une réalité, mais moi je fais la différence entre finalement les réseaux sociaux un peu structurés et ce qu'on appelle le web social. Quand je parle des réseaux sociaux structurés, ça peut être un canal d'expression, c'est notamment les fils messagerie privée de Facebook ou Twitter, parce qu'il y a certains de nos clients sont des internautes dans l'âme et finalement ne travaillent que par des médias Internet. Donc si on leur propose effectivement de passer par Facebook ou Twitter en messagerie privée, on est sur un canal de réclamation classique avec ses codes, on en parlera probablement tout à l'heure, de réactivité, de ton qui peuvent être un petit peu différents. Et puis après, il y a le deuxième axe, ça c'est vrai, c'est une réalité aussi, et c'est vrai chez BNP Paribas Cardif comme chez d'autres, on va avoir des clients qui n'ont pas su finalement se faire entendre par des canaux traditionnels qui donc là, on va aller
sur le web. Donc, par rapport à cet enjeu-là, on a mis en place chez BNP Paribas Cardif une veille et réputation, puisque un des premiers enjeux par rapport à ces réclamations ou ces avis qui sont exprimés, c'est en fait de les identifier. Et donc pour ça, il faut structurer une veille de façon à identifier à la fois ce qui se dit sur la marque en général, mais de façon plus spécifique, un client qui s'exprime sur son expérience et qui a envie qu'on rentre en relation avec lui. Donc c'est la première chose, identifier. Et ensuite, l'enjeu également juste derrière, c'est surtout de rentrer en relation avec cet internaute. C'est lui montrer qu'on l'entend. Donc de façon classique, en tout cas nous, on a une méthode de réponse qui est en moins de 2 heures. Certains, c'est en moins d'une demi-heure, voire en moins de 10 minutes. Voilà. En tout cas, ça doit être très rapide. Il faut pouvoir, alors dans des horaires ouvrés, c'est-à-dire même sur le web, les clients. Aujourd'hui, on a fait une étude, donc on n'attend pas forcément à ce que ce soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, vous ne parlez pas du web social, vous parlez justement… Les deux. Les deux. Ah, les deux et ensuite, réputation, c'est 2 heures. Oui. On cherche en fait à rentrer en relation assez rapidement. Je parle d'entrer en relation parce que souvent, un internaute, on ne peut pas tout de suite l'identifier comme un client réclamant rattaché à un dossier. Souvent, c'est un pseudonyme. Donc en fait, la première chose, ça va être de pouvoir rentrer en contact avec la personne, lui proposer, d'abord s'excuser par rapport probablement à l'expérience qu'il relate, et lui proposer de rentrer justement sur un canal en messagerie privée de façon à nous exposer sa problématique, que là, on puisse le traiter en réclamation. Et parfois, le traitement de la réclamation, lui, va être plus long. C'est pour ça que je différencie vraiment l'entrée en relation, je vous ai entendu, j'entends votre réclamation et je la prends en charge et je fais en sorte qu'elle soit traitée rapidement. Très bien. Je vois qu'il y a aussi une question qui anticipe justement le traitement de la réclamation. Donc, l'audience suit. On va aborder ce sujet-là très bientôt. C'est d'ailleurs le troisième item qui nous rassemble aujourd'hui, celui en fait de délai de réponse qu'on a commencé à évoquer et de l'engagement qui est communiqué en interne comme en externe sur le sujet. Nadine, justement, qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement sur ces fameux DMT, cet indicateur clé? Est-ce que c'est toujours aussi stratégique? Alors oui, ça l'est, c'est vraiment un axe majeur, les délais de réponse globalement. Alors on a des délais de réponse qui se sont raccourcis en moyenne par rapport à l'édition 2018. Alors vous donnez des chiffres en moyenne, ça n'aurait pas de sens parce que d'une entreprise à l'autre, c'est bien sûr. Voilà, mais une contraction toujours. Mais globalement, effectivement, il y a des délais qui se sont un peu raccourcis entre une demi-journée jusqu'à 2 jours, suivant les canaux de contact globalement. Et pour le coup, le délai qui est toujours le canal de réponse qui obtient toujours effectivement une prise en charge la plus rapide, ça reste les réseaux sociaux, comme l'a souligné Emmanuel. Alors, donc il y a une amélioration, il y a un progrès à ce niveau-là au niveau des délais moyens de réponse, dans ce qu'on mesure par rapport à il y a 3 ans. Pour autant, ça reste toujours un axe majeur d'amélioration qui est cité par les entreprises. Les 3/4 des entreprises, quand on leur demande quels sont les points sur lesquels vous devez vous améliorer dans la gestion des réclamations, 72% citent les délais de réponse. Pour le coup, c'est le premier axe majeur. Donc on voit qu'il y a un progrès d'un côté, et de l'autre côté, pour autant, les entreprises sont conscientes que ce progrès n'est pas suffisant en fait. Ça montre vraiment qu'il y a une exigence accrue pour avoir des délais de réponse qui soient très courts. Il y a un besoin d'immédiateté. On est dans un monde où tout va vite maintenant et on veut des réponses toujours tout de suite. Donc ce qui est difficile avec la réclamation. Alors pour autant, dans ce contexte, les entreprises se fixent des objectifs en interne et de façon assez large, puisqu'on a près de 80% des entreprises qui ont des objectifs internes de délai de réponse. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour autant, elles sont frileuses à les communiquer en externe, puisqu'il y a seulement 53% des entreprises qui communiquent aux réclamants des engagements de délai de réponse. Alors certainement par peur de ne pas pouvoir les tenir et du coup de susciter peut-être encore plus d'irritation. C'est une des raisons qui peut expliquer ce chiffre qui est effectivement pas suffisant. Seulement la moitié qui s'engage auprès d'un réclamant à un délai de réponse. On parlait du web social, c'est peut-être la peur de faire du bad buzz. Exactement, oui, c'est la peur, effectivement. C'est la peur de ne pas pouvoir les tenir, je pense, dans certains cas, effectivement, et parce qu'il y a des réclamations qui sont plus ou moins sensibles, et du coup, le fait de s'engager fait que si on ne tient pas le délai sur lequel on s'est engagé, alors que c'est déjà un réclamant, on suscite encore plus d'irritation, pour le coup, et plus de raisons de se plaindre. Est-ce que finalement, c'est un peu le client qui dicte un peu le ton sur ce sujet-là? Non, je ne pense pas. C'est aussi les moyens que l'entreprise accorde, en fait, et d'une entreprise à l'autre, c'est très, très variable. Il y a les clients d'un côté, les réclamants, et puis il y a les moyens que l'entreprise accorde dans un contexte global. On ne peut pas tout donner non plus aux réclamants. Enfin, je veux dire, il y a des réclamations, en l'occurrence, où l'entreprise a raison, par exemple, de donner une réponse négative, et pour autant, le réclamant restera mécontent, on le sait. Pour autant, la réponse qui lui a été donnée est la bonne. Donc, voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu pour en tout cas les gérer au mieux. Justement, Marie-Louise, sur cette question du délai,
Vous, quelle est votre vision sur ce sujet-là? Je crois qu'il est de bon ton de critiquer la DMT, où on disait il faut supprimer le temps moyen de traitement, en tout cas au téléphone par exemple. Et là, paradoxalement, tout le monde s'accorde ou s'accorderait à dire il ne faut pas chronométrer, il faut savoir prendre du temps pour traiter le téléphone. Mais peut-être que c'est un petit goût de DMT justement cette question, parce que il me semble que finalement vouloir traiter toujours plus vite, on peut toujours réduire le temps, mais est-ce que finalement les ressources, est-ce qu'il faut vraiment les mettre là? Et je me souviens d'une intervention de Philippe Moati à l'époque, alors qu'il décortique beaucoup l'économie, notamment l'économie des plateformes, et qui mettait quand même un warning. Alors je ne vais pas lui faire dire des choses qu'il n'aurait pas dit, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, il mettait un warning quand même auprès de la profession, et notamment dans le retail, où il disait, finalement, vous aurez toujours une plateforme qui pourra réduire son temps, donc qui pourra répondre de manière plus rapide. Donc est-ce que c'est vraiment sur les délais que vous devez porter le fer? Et la question, effectivement, est peut-être plus, et moins peut-être de répondre rapidement, que de répondre de manière, alors j'allais dire qualitative, mais ça serait trop simple de le répondre comme ça, mais peut-être de borner quelque part le délai. Et je pense que ce qu'il y a de pire, et ça c'est quelque chose qu'on constate de partout, c'est plutôt l'absence d'information. C'est-à-dire que si on vous informe dès le départ et de manière régulière sur l'évolution d'un projet quel qu'il soit dans la réclamation comme ailleurs, vous avez votre artisan, s'il vient faire des travaux chez vous, si vous n'avez pas d'informations de sa part, voilà, je ne vais pas vous faire le film, le storytelling, vous l'avez en tête. Si par contre il vous informe que voilà, pendant 3 jours il ne va pas pouvoir revenir et qu'il reviendra la semaine prochaine, voilà, il y a une acceptation, il y a une compréhension, et ça je pense qu'aujourd'hui les clients, si on a une pédagogie, et c'est pas de l'infantiliser, c'est notre job, c'est pas le sien. Donc si on est clair avec lui, qu'on lui fait part de nos contraintes, sans se moquer de lui, et qu'il vraiment il l'éprouve, je pense qu'il peut avoir une réelle compréhension et acceptation du délai. C'était MAF par exemple, pour la jouer œcuménique sur ce plateau, qui, il y a quelques années, avait mis en place, et ce que je trouve vraiment, qui est excellent et qui probablement a dû être généralisé par d'autres entreprises, mais qui, à l'occasion de la réception de la réclamation client, faisait un accusé-réception, j'ai envie de dire très quali, dans lequel il y avait un début de résumé, ou du moins de synthèse de la réclamation, pour montrer que voilà, la marque avait pris en compte la réclamation, donné un nom, un prénom à la personne qui allait suivre le dossier, donner des coordonnées et donner un délai de réponse, et qui n'était pas on va vous répondre dans 2 jours, mais qui était dans certains cas on va vous répondre dans 15 jours, on va vous répondre dans 20 jours. Et forcément il y a une tolérance de la part du client qui va être beaucoup plus facile, parce que voilà, il va avoir son accusé de réception, il va avoir déjà des premiers mots où il va se dire l'entreprise a compris, j'ai des coordonnées au cas où j'ai besoin, et en fait l'acceptation du délai finalement passait très bien. Et évidemment, si dans la résolution du dossier, et on se rendait compte que, voilà, par exemple, un expert qui était sollicité, qui devait intervenir sur le projet pour donner un avis, on était un peu à la bourre. Qu'est-ce qu'on faisait? On recontactait le client de manière proactive, en lui disant, voilà, on vous a donné peut-être un délai de 5 jours. Finalement, on réalise qu'il faudra 10 jours. Et en fait, le client comprenait ça tout à fait. Donc, je pense que vouloir réduire les délais, c'est une bonne chose, mais c'est probablement pas là où toutes les ressources doivent être mises. C'est plutôt sur comment gérer le temps. Alors je ne parlerai pas de la relativité du temps, mais pourquoi pas? On sait qu'il y a des heures qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Si vous faites masser pendant 1 heure, c'est une chose. Si vous prenez des pains pendant 1 heure, voilà, le temps va être un petit peu différent. Donc c'est peut-être plus de déporter le sujet et de se dire que la contraction du temps, c'est peut-être pas forcément une fin en soi. Et justement, cette gestion du temps et la communication qui lui est inhérente, comment l'objectif, c'est... On l'intègre à un KPI de la relation client. Alors, honnêtement, sur ce point, je joker. Par contre, je sais que MAF avait mis ça en place et qu'ils l'ont vraiment conservé. D'accord. Et que les fruits étaient importants. Parce que forcément, quand vous informez le client, ça, c'est une première vertu, c'est qu'il ne va pas vous rappeler au bout de 3 jours ou avec un mail, est-ce que vous avez reçu ma réclamation, ou prend un téléphone en disant où en est le suivi, où en est le dossier. Donc forcément, vous gagnez du temps. Donc c'est vraiment du win-win, tant en termes de satisfaction client qu'en termes de qualité de travail pour les collabs. Merci Marie-Louise. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le pilotage des KPI de la réclamation. Je pense qu'on va évoquer ça avec vous, Emmanuel, dans un instant, parce que c'est un peu le point central de cette étude, justement que la réclamation est un levier évident d'amélioration des entreprises.
justement, comment exploiter cette réclamation et comment elle est perçue au sein des organisations, Nadine? Alors, il y a 2 niveaux d'exploitation des réclamations. Premier niveau, c'est de répondre au cas par cas, faire du one-to-one, du care pour éviter qu'un client nous quitte. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est effectivement aller au-dessus, c'est ce que j'appelle niveau 2, c'est-à-dire analyser l'ensemble des réclamations qu'on a pu recueillir dans l'année, identifier les motifs de réclamation qui reviennent le plus fréquemment et voir ceux, effectivement, qui ont du sens, qui font qu'on se rende compte qu'on ne répond pas aux besoins et aux attentes des clients, que ce soit en termes de pratiques commerciales, d'offres de services, et du coup utiliser ces réclamations pour en faire un levier d'amélioration et pour changer des process en interne qui soient sur des offres, des produits, des services, des pratiques commerciales, des process de gestion. Et là, pour le coup, c'est une bonne pratique qui est relativement répandue, puisque dans l'enquête, on mesure que 77% des entreprises utilisent les réclamations comme un levier d'amélioration, donc des parcours de l'offre, des services, des pratiques commerciales. Donc ça, pour le coup, c'est une bonne chose. Alors, c'est un chiffre qui est resté stable par rapport à 2018. Bon, on peut toujours se dire qu'il y a toujours un quart des entreprises qui ne l'utilisent malheureusement pas comme un levier d'amélioration. Ça reste dommage. Donc on voit aussi qu'il y a des marges de progrès là-dessus. Justement, Marie-Louise, si on doit mettre un peu de couleur, est-ce que vous avez des exemples concrets justement sur la réclamation en tant que levier d'amélioration? Alors, j'en ai au moins 2, je ne sais pas si on aura le temps de les développer, mais il y en a un, par exemple, et je crois qu'il a témoigné également à l'occasion d'une activité Agora, notre fameux Gaëtan de Decathlon, sur le Easy Return, où Gaëtan, Decat est parti finalement d'un double irritant, donc de 2 gros gisements, 2 filons, j'ai envie de dire, de réclamation pour innover. Et donc, on voit très bien que la réclamation peut se mettre au service de la performance. Là, en l'occurrence, de quoi parle-t-on? On parle effectivement d'hôtes et d'hôtesses dans les magasins Decathlon qui finalement, d'une mission, d'un job initial qui est d'accompagner finalement des passionnés de sport au fait de les driver vers la bonne paire de chaussures, le bon drive ou ce que vous voulez. Finalement, pour un certain nombre, une activité de plus en plus importante était finalement de récupérer les produits parce qu'il ne correspondait pas au satisfait ou satisfait de Decathlon. Donc le client s'était trompé, il ramenait le produit et finalement les hôtes et hôtesses passaient énormément de temps à réenregistrer, rayonner, etc. Et dans certains cas, mettre des coups de cutter aussi sur des produits parce qu'ils n'étaient pas bons à remettre à la vente. De l'autre côté, vous aviez aussi des clients qui finalement trouvaient que certes, Decathlon jouait le jeu pour reprendre les produits, mais c'était quand même kafkaïen par rapport aux plateformes. Et donc, de cette double source d'irritants est arrivé un projet qui a été nommé le Easy Return et qui aujourd'hui est en cours de déploiement et qui permet finalement aujourd'hui aux clients de pouvoir ramener en autonomie un produit et de se le faire rembourser. Donc, quelque part, il y a une insatisfaction, donc presque une réclamation. Je ne suis pas content du produit et d'ailleurs, je n'étais pas content du parcours retour. Je peux ramener en autonomie le produit et je suis recrédité automatiquement. Et en même temps, pour les collaborateurs, c'est évidemment une perte de temps en moins et qui leur permet effectivement de réattribuer ce temps vraiment vers du conseil, même si effectivement il y a quelqu'un à côté de la borne pour passer un coup de main si jamais le client en a besoin. Donc on voit bien que la réclamation, quand elle est écoutée, elle peut être source d'innovation, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un moyen pour Decathlon de se différencier par rapport à d'autres acteurs du sport ou du retail dans la facilité de revenir. Et les chiffres qui ont été mesurés suite à ce nouveau parcours de retour produit sont saisissants, parce qu'aujourd'hui les clients sont extrêmement enchantés. Donc là il y a peut-être un nouveau standard qui vient grâce à une écoute efficace de la réclamation. On a analysé quels étaient les bugs, on a travaillé innovation, idéation, etc. Puis un autre qu'on ne développera pas parce que je pense qu'il est très clair pour tout le monde, c'est l'arrivée d'Uber sur le marché, où je ne sais pas si vous vous rappeliez d'autrefois les compagnies parisiennes, alors je ne veux pas mettre toutes les personnes du taxi à dos parce que j'aurais des problèmes pour bon nombre de rendez-vous, mais il y a quelques années, force était de constater que le taxi arrivait souvent avec un compteur qui était déjà bien assaisonné, il y a toute la caricature de la personne du taxi que je ne développerai pas parce que je veux vraiment pouvoir avoir à nouveau des taxis, mais voilà, Uber est arrivé. À la base, c'est vraiment une frustration des 2 créateurs d'Uber qui étaient venus pour je ne sais plus quelle grande messe monde qui avait lieu à Paris et qui avait eu toutes les difficultés du monde pendant toute la semaine à choper des taxis parisiens. Et en fait, de ces expériences extrêmement irritantes, on crée Uber. Uber est né, si j'ose dire, grâce à la France.
Un irritant parisien. C'est ça, grâce à nos compagnies parisiennes. Mais du coup, ce qui est, me semble-t-il, intéressant, c'est moins peut-être la création d'Uber que la manière dont les entreprises ont bougé derrière. C'est-à-dire qu'en gros, Uber, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chauffeur de taxi qui, souvent de manière assez élégante, arrivait au pied de votre immeuble à l'heure, ou même en avance, avec un compteur à 0,0. Vous connaissiez le prix de la course à l'avance, vous n'avez pas besoin de sortir votre carte bancaire. Tout était fluide parce que ça avait été porté sur le numérique, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Vous aviez une voiture qui était propre, qui était haut de gamme, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de téléphone. Bref, vous aviez toute une panoplie. De tout ce que je viens d'évoquer, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui manquent, qui ont été détricotées. Et en parallèle, vous avez une compagnie comme G7 qui a fait de l'évolution qui était finalement on évolue, on crève. Et aujourd'hui, vous avez G7 qui propose ces standards, là où Uber les a plus ou moins perdus. Et donc, pour un acteur, écouter finalement les irritants du marché, les irritants du client, c'est peut-être le meilleur moyen de pérenniser une boîte. Et c'est bien ce qu'on dit. Finalement, écouter la réclamation, c'est resatisfaire, refidéliser, doper la recommandation financière et puis en même temps se transformer. Vous partiez d'un double irritant chez Decathlon, irritant à la fois collaborateur, irritant client. Là, vous citez Uber, donc irritant clairement client. Est-ce que vous connaissez des exemples où ça part vraiment que de l'expérience collaborateur ? On réfléchit. À la base, Decathlon, c'est un irritant. À la base, Decathlon, c'est vraiment un irritant collaborateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une jeune femme qui, par ailleurs, a été en alternance entre du journalisme et hôtesse d'accueil chez Decat et qui, effectivement, au bout d'un moment, comprenait de moins en moins le sens qui était le sien chez Decathlon et qui, pour la petite histoire, avait d'ailleurs écrit un courrier à Abalea, le DG du groupe Decat, et cette lettre est redescendue en cascade chez Gaëtan, et Gaëtan a pris effectivement cette mission d'investiguer comment se passaient effectivement les retours produits. Donc on est vraiment sur de la réclamation collaborateur. Et de là, il a investigué et il s'est rendu compte qu'effectivement les standards du retour, par exemple, n'avaient plus rien à voir. Et ça a explosé. Donc, par exemple, Decathlon, initialement, c'est vraiment un retour, c'est même une lettre d'une collaboratrice qui a donné lieu. Stagiaire en plus. D'une alternante, je crois. Alternante. Ça. Donc la voix finalement du collaborateur qui est mis de vie en mode projet, quoi. Oui, et puis je pense qu'il y a plein d'entreprises qui, effectivement, sont à l'écoute de ce que disent. Un autre exemple, par exemple, que j'ai pu donner par le passé avec d'autres entreprises, mais par exemple, sans aller forcément sur une réclame dure, mais par exemple, je sais que Häagen-Dazs prêtait une confiance réelle auprès du service client et qui était capable d'identifier à partir de quelques signaux faibles des réclamations et de se dire, voilà, on a peut-être 2-3 réclamations, mais ça en cache sans doute des centaines derrière. Et du coup, il y avait un lien permanent entre le service client et donc quelque part les collaborateurs et la R&D, et du coup derrière on pouvait remettre sur le marché des produits qui avaient vocation ou qui avaient été retirés, on pouvait revenir sur des recettes initiales, et là c'était quelque part à la main effectivement des collaborateurs. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Si. Donc on parlait de Decathlon, on parlait de Uber, maintenant on va peut-être parler de BNP Paribas Cardiff, justement comment ça se passe chez vous. Vous avez, je crois, initié un projet de transformation à partir de la voix du client, donc, dont la réclamation fait partie de la voix du client, bien naturellement. Comment ça se passe justement sur le sujet ? Alors, d'abord, avant de parler peut-être de ce projet de transformation, je voulais rappeler l'importance de bien justement écouter les réclamations au fil de l'eau et d'être réactif systématiquement. Je vais vous citer un exemple, on entend un petit bruit. Oui. On avait par exemple récemment, on envoie des courriers annuels à nos clients, il se trouve qu'il y avait une petite boulette sur l'un des courriers sur certaines catégories de clients. Et en fait, suite à quelques réclamations remontées sur nos centres de relations clients, immédiatement, ça a été signalé par les conseillers à distance. Ça a pu être pris en charge par les équipes qui ont pu analyser, circonscrire, confirmer qu'il y avait une problématique. Et ensuite, très rapidement, on a pu mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, décider de corriger, envoyer des courriers d'excuses, une communication, et puis stopper les courriers suivants avant de les corriger. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, il faut savoir entendre au quotidien ces signaux faibles et avoir le cercle virtueux
vertueux qui permet de les attraper et de corriger immédiatement, c'est-à-dire sans parler finalement avec beaucoup de recul. Ça me semble très important. Et ensuite, effectivement, il y a deux choses avec du recul. Donc chez BNP Paribas Cardif, je citais deux exemples. La première chose, j'ai parlé tout à l'heure du comité réclamation voix du client. Donc pour en parler un peu plus en détail, donc c'est effectivement une instance qui a lieu à peu près tous les 2 mois, où on met autour de la table l'ensemble en fait des métiers de l'entreprise. Donc c'est porté par les services écoute client et réclamation. Systématiquement, c'est présidé par 2 membres du COMEX, un membre d'une business unit concernée et le membre des services clients. Et puis ensuite, on va retrouver de façon systématique nos responsables de parcours client, nos responsables de processus. On va retrouver les équipes marketing, les équipes actuariat, le juridique, l'informatique, etc., etc. Et ça nous permet en fait de façon collégiale, d'une part de passer en revue les volumes et les motifs de réclamation sur les parcours qu'on va regarder à ce moment-là, et puis bien sûr de commencer à regarder des pistes d'action qui ont été préqualifiées par les équipes écoute et processus en amont, et de prendre des décisions. Alors toutes les décisions de transformation ne se prennent pas dans cette instance, il y a bien sûr un run, etc. Mais c'est quand même le moment où on va acter les sujets les plus importants, et comme je le disais, en plus ce compte rendu ensuite remonte à la direction générale avec certains messages. Donc c'est d'abord un premier goulot d'étranglement, si je comprends bien, par le service voix du client qui va, on va dire, préempter certaines réclamations plus que d'autres. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on va regarder à la fois l'évolution de certains ratios, par exemple on parlait de KPI tout à l'heure, donc dans ces instances, systématiquement on va regarder des volumes, on va regarder des ratios, c'est-à-dire que le volume, comme on dit, s'apprécie toujours par rapport à un autre indicateur. Si on regarde les réclamations liées à un parcours bénéficiaire, on va regarder par rapport au nombre de bénéficiaires réglés, par exemple. Donc c'est vrai que alors j'ai pris l'exemple du bénéficiaire, c'est pas un exemple business, mais c'est un exemple important en assurance vie, puisque en assurance vie, on peut redonner l'argent effectivement à vos héritiers, ou en tout cas aux bénéficiaires que vous avez désignés. Ça va être pareil sur les ventes, on va regarder des problématiques des réclamations liées à des ventes sur le nombre de ventes, puisqu'on peut très bien avoir plus de réclamations, mais si les ventes ont été beaucoup plus importantes, ça peut être un signal positif en termes de ratio. Donc on va regarder ces ratios, et puis on va regarder plus spécifiquement certains motifs. On parlait de délai de traitement, le délai de traitement des opérations, pareil, on va regarder et apprécier comment il évolue au fur et à mesure, et regarder s'il n'y a pas des grains de sable qui sont venus se mettre dans le processus. Pour parler du processus, il y a ce comité réclamation tous les 2 mois, mais en fait tous les mois, nos responsables de parcours, nos responsables de processus et nos services écoute vont de toute façon regarder sur leur processus comment se comportent les indicateurs, à la fois les indicateurs voix du client et les indicateurs de processus. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler un peu plus. Bien sûr, c'est une approche un peu métier. C'est une approche métier. Et d'ailleurs, cette approche-là, et comme ça je la détaillerai après, elle est d'autant plus importante effectivement dans notre enjeu de transformation des parcours clients. Au niveau BNP Paribas Cardif, comme beaucoup d'autres entreprises, on investit pas mal sur nos parcours de nos assurés. Et dans ce contexte-là, systématiquement, on va partir de la voix du client. C'est-à-dire la première input, c'est qu'est-ce que disent nos clients par rapport à ce parcours? Quels sont les irritants? Sur quoi on veut travailler? Et ça, on va regarder la voix du client de façon très complète, en 360 degrés, comme on le dit. On va regarder à la fois les réclamations, mais aussi toute la partie verbatim des baromètres de satisfaction, des NPS, que ce soit des verbatim positifs ou négatifs. On va regarder les réseaux sociaux, et puis on va le mettre en regard d'indicateurs internes, de délai de traitement, de disponibilité d'espace client, par exemple, s'il y a des bugs actifs, etc. Et ça va nous permettre, d'ailleurs, on va souvent le compléter, pour finir sur cette partie voix du client, par des études ad hoc un peu quali. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà notre début, et puis on va aller creuser certains points en interrogeant nos clients de façon systématique, de façon spécifique sur une thématique. Pour vous donner un exemple, actuellement, on travaille sur le parcours de nos clients mécontents, donc on s'intéresse aussi à cela. Et bien, d'une part, on a regardé effectivement, finalement, dans les réitérations, qu'est-ce qui revenait et qui faisait que les clients revenaient en réitération sur des réclamations. Mais ensuite, on a été les interroger de façon plus spécifique sur ce qu'ils avaient vécu, sur ce qu'ils auraient aimé vivre. Et ensuite, on a même co-construit avec eux, en fait, le futur parcours de façon à tester un certain nombre de choses. Donc, la voix du client est très importante, et l'équipe autour de ça, c'est systématiquement responsable de parcours, responsable processus, écoute client, réclamation, qui travaillent complètement ensemble, d'où d'ailleurs le sens de la direction dont je fais partie, dont je vous ai parlé, Customer Advocacy, qui porte cette voix du client dans l'entreprise.
Comment ça se passe, par exemple, je repense à la Covid, ou qui a fait émerger de nouveaux types de réclamations finalement. Vous bossiez en agile justement sur ce type de réclamation où il a fallu déployer d'autres choses digitales. Alors, comme beaucoup, on est passé beaucoup plus vite sur de la digitalisation, comme beaucoup d'entreprises. Alors, je ne sais pas si votre question est plus sur le process. Oui, sur la repriorisation peut-être, sur la manière de fonctionner vraiment. Disons, au niveau du fonctionnement, le principal sujet, ça a été que les collaborateurs soient en sécurité, comme dans beaucoup d'entreprises. Donc, on a mis en place très très rapidement du télétravail. Et donc, comme on est encore dans l'assurance pas mal sous forme papier en termes de canaux de communication de nos réclamations, on a très vite dû travailler sur des systèmes de digitalisation à l'entrée de ces processus papier, de façon à pouvoir effectivement répondre rapidement à ces réclamations en les prenant en charge de façon dématérialisée. Alors là, j'ai une question d'une internaute qui vous concerne, je pense, c'est justement sur le côté typologie de réclamation. Comment on fait pour faire une analyse performante justement de ces réclamations? Performante, forcément c'est très subjectif. Je disais, le basique c'est déjà, comme je disais, d'abord en amont il faut une qualification précise. C'est-à-dire nous, toutes nos réclamations, elles sont qualifiées systématiquement le produit, le parcours, le reproche du client et un certain nombre d'autres attributs qui finalement va nous constituer une base de données. Et ensuite, la performance, elle vient de notre capacité finalement à analyser cette base de données. Et là, c'est encore perfectible de mon point de vue à notre niveau, notamment probablement en déployant un peu plus de méthodes automatisées de ces analyses. Mais voilà, je dirais que la base, c'est vraiment d'avoir une base de données suffisamment complète et riche. Et ça passe par effectivement toute la qualification qu'il faut prévoir en amont, former les équipes pour qu'elles soient bien faites. C'est-à-dire qu'il faut trouver toujours le bon équilibre entre richesse et temps de traitement et temps de qualification. Oui, bien sûr. J'ai aussi une autre question qui porte sur, on parlait des canaux digitaux, là on va aborder plutôt le canal voix. Est-ce que vous avez une approche différenciée de la réclamation faite à l'oral? Alors, un petit peu, effectivement, différenciée dans le sens où, je parlais de la qualification. À l'oral, on est quand même sur des temps de traitement plus courts, même s'il n'y a pas un enjeu à répondre absolument, comme le disait Marie-Louis, nos équipes ne sont pas managées à la DMT absolument. Malgré tout, on ne peut pas avoir une qualification aussi riche sur l'oral que sur l'écrit, donc ça c'est important. Et puis après, c'est l'élément principal, je dirais, puis le délai de traitement. Voilà. Le deuxième, c'est le délai de traitement. Forcément, on n'est pas du tout sur les mêmes temps entre l'oral et l'écrit. Et d'ailleurs, on a toujours l'oral, les réseaux sociaux, le mail, le courrier, tout ça, ça donne des temps de traitement qui peuvent être assez différents aujourd'hui. Alors j'ai une question aussi un peu indiscrète qui vous concerne encore. Comment dimensionner correctement justement ce service réclamation? Ou peut-être qu'après, Marie-Louis, vous avez... Non, je ne sais pas si j'ai... Pour le coup, je n'ai pas d'éléments sur... Non, c'est pas que je ne me prononce pas, c'est que je n'ai pas de billes. Donc plutôt que de dire des bêtises, je ne dis... Joker, comme on dit. Malheureusement, Joker. Je dirais que c'est clair que ce n'est pas forcément évident de dimensionner correctement. Je dirais que là aussi, peut-être qu'il y a une différence entre l'oral et l'écrit. À l'écrit, notamment, on a des volumes relativement stables dans les dernières années. Donc, on arrive à s'organiser pour être dimensionné correctement avec une certaine saisonnalité, notamment sur des communications annuelles qu'on arrive à prévoir. Au niveau de l'oral, je dirais que les équipes en fait jonglent dans des différents médias chauds et froids. C'est-à-dire les équipes sont polyvalentes entre le téléphone et mail et sont polyvalentes la demande d'information qu'on ne considère pas comme une réclamation encore aujourd'hui, même si elle est très importante, et la réclamation. Et finalement, il y a un ajustement en live des ressources de façon à ce qu'elles soient allouées là où c'est nécessaire. Très bien, j'espère que la réponse a contenté notre audience. Pour aborder maintenant le dernier sujet qui nous mobilise sur cette cartographie, c'est la manière dont justement cette réclamation est pilotée par les entreprises, parce qu'on voit que c'est identifié, que c'est un levier d'amélioration. Maintenant, après, comment on fait dans le concret? Nadine, quels sont les chiffres sur ce sujet-là justement? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a du pilotage effectivement dans les délais moyens de traitement. Ça, c'est des choses qui sont enregistrées en interne. On a vu globalement, effectivement, il y avait près de 90% des entreprises qui analysent les motifs de réclamation et près de 80% qui mettent en place des leviers d'amélioration. Par contre, effectivement, sur le pilotage, on va dire, de l'impact de ce traitement des réclamations, là, très clairement, il y a du chemin à parcourir. Il y a des marges de progrès. On voit dans l'enquête que 57% des entreprises réalisent des enquêtes de satisfaction post-réclamation.
Donc c'est-à-dire qu'il y en a 40% qui n'en font pas. Et puis le chiffre qui est très faible, moi à mon sens, c'est les 8% des entreprises seulement qui évaluent la fidélité post-réclamation. Donc là, pour le coup, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait quand même un meilleur suivi au sein des entreprises du traitement de ces réclamations. C'est-à-dire qu'au final, en répondant à un réclamant, est-ce qu'il reste vraiment dans l'entreprise ou est-ce qu'au contraire, il part ? Là, il y a peu d'entreprises qui suivent ces données-là, moins d'1 sur 10. Donc, c'est très faible à mon sens. Et puis, alors, si on doit ensuite analyser effectivement le retour sur investissement du management des réclamations, là, c'est encore plus faible, puisque seulement 5% des entreprises évaluent le ROI, le retour sur investissement du management de la réclamation client. Donc, on voit qu'effectivement, en termes de pilotage et de mise en place de KPI de suivi de l'impact du traitement de ces réclamations, il y a des marges de progrès qui sont très importantes. Et ces chiffres-là, justement, si on doit les remettre en perspective par rapport à d'autres études, c'est pareil, c'est assez constant, justement? Alors, en tout cas, par rapport à 2018, il n'y a pas eu d'évolution du tout, en l'occurrence, sur ces chiffres clés. D'accord. Donc, pas de progrès. Marie-Louis, là, je pense que vous avez des billes. Provocateur, je dirais, mais comment peux-tu dire ça, Nadine? On a augmenté de 25% le nombre d'entreprises qui évaluent le ROI de la réclamation depuis la dernière étude, parce qu'on est passé de 4 à 5%. Ah. Voilà. Donc 25%. Statistiquement, comme quoi, statistiquement, tu vois, pour reprendre la formule souvent utilisée par Daniel Ray, pourtant statisticien devant l'Éternel, et qui nous disait... Marie-Louis, il existe 3 types de mensonges, les petits mensonges, les grands mensonges et la statistique. Tu vois. Donc effectivement, les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi, et pourtant, il faut quand même essayer de leur faire dire quelque chose. Et c'est vrai que ce chiffre de 5%, voilà, on va rester poli, mais il pose quand même question, il embête un peu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comment... avoir même le courage et l'audace d'aller demander effectivement des subsides auprès d'un COMEX ou d'un CODIR si on n'est pas au moins en capacité d'orienter effectivement l'évaluation, la mesure du ROI de la réclamation client. Et pourtant, et je citais Daniel parce qu'il était intervenu chez nous il y a quelques années, il y a encore quelques semaines, mais ça fait des années qu'on travaille ensemble, et pourtant il existe des outils, et d'ailleurs pour ceux qui seraient intéressés pour évaluer le ROI de la réclamation client, je les invite à bloquer la date du 3 juin où on aura une rencontre effectivement sur le thème Metrics et ROI de la réclamation client. Votre communauté qui souhaiterait y participer seront les bienvenus. Mais où, voilà, on a aujourd'hui des outils qui permettent réellement de faire la démonstration. Alors, on a embarqué, alors sans faire d'outing, des entreprises plutôt en vue sur le management de la relation, de l'expérience client. Et elles sont plutôt bien dotées en data. Et on a mis des data justement dans une moulinette qui existe, qui est, si j'ose dire, même gratuite, parce que c'est du jus de cerveau d'académique et ça a été pondu il y a de nombreuses décennies. Et dans les 3 entreprises, en l'occurrence où on a joué le jeu, il y a un retailer qui constate que son panier moyen augmente de manière extrêmement substantielle quand il y a eu une réclamation, une réponse et qu'il est satisfait de la réponse. Donc un panier moyen qui est largement supérieur que des clients qui n'ont jamais réclamé. Donc on voit bien l'influence réelle d'un bon traitement de la réclamation client. Le fameux slogan de la marque transformer le pépin en pépite, c'est pas qu'un slogan, c'est que derrière, on parle en kilo-euros, c'est pas la langue des bisounours, mais bien celle de l'argent. Donc voilà, il y a quelque chose effectivement. Et puis l'autre point qui aussi peut poser question, c'est voilà, l'absence ou la très faible mesure de la fidélité post-traitement de la réclamation. Alors je sais que dans la banque, notamment à certaines entreprises qui vont identifier, ça leur parlera le PNB du compte en question. Est-ce que ça va devenir un compte prioritaire ou secondaire? Est-ce qu'il va y avoir du multi-équipement derrière? Ouais, il y a pas mal de choses. Les cartes de fidélité permettent quand même d'avoir quelques données. Et puis ensuite, à travers des enquêtes de satisfaction, on peut se rendre compte aussi qu'on peut poser la question, avez-vous émis une réclamation au cours des 6 ou des 12 derniers mois? Et là, certaines fois, on se rend compte qu'il y a des gaps entre ce qu'on capte, ce qui est réellement monitoré comme étant le volume de réclamations identifié comme tel, et ce que nous déclarent les clients. Et souvent, on peut avoir des différences extrêmement fortes entre, par exemple, 20% de clients qui estiment avoir réclamé dans l'année, et puis 4% réellement identifiés comme réclame. Donc, et la gestion est d'autant plus importante, ça avait été un des premiers enseignements de la première étude qu'on avait menée justement avec Daniel et William et la marque, c'était que souvent la mise en place de KPI d'une gestion était vraiment le nœud qui permettait à une entreprise de basculer d'une entreprise un peu gestionnaire, presque un peu techno, à une entreprise d'alchimiste. Et souvent, ce sont les entreprises qui ont réussi à basculer, à intégrer gestion des KPI, qui sont réellement dans cette transformation du pépin en pépite et plus simplement
en petit sténo. Donc pour vous, Marie-Louise, c'est vraiment ça ce qui explique la différence, le hiatus entre la prise de conscience, on voit 3 entreprises sur 4, hein, ouais. Et on va dire le passage à l'acte avec une approche vraiment héroïste. C'est la bascule, souvent la gestion, parce que du coup, là, vous êtes capable de montrer que c'est pas juste sympa d'être sympa justement avec les clients. C'est nécessaire, c'est utile et il y a une performance financière derrière. Et quand vous arrivez à faire cette démonstration financière, ça change tout. C'est-à-dire que votre DAF, quand vous lui parlez de ressources, quand vous lui parlez de recrutement, il voit pas coût, il voit investissement et il est capable d'évaluer cet investissement. Et quand vous arrivez effectivement avec une matrice qui vous montre qu'un client, en fonction de la satisfaction faite à sa doléance, il va beaucoup plus investir ou au contraire il va fondre, vous avez une oreille qui sera beaucoup plus attentive. Très bien. Emmanuel, est-ce que vous partagez, c'est quoi votre vision chez BNP Paribas Cardif, et puis est-ce que vous partagez un peu l'opinion de Marie-Louise? Alors, je partage complètement, j'ai une conviction forte que bien traiter une réclamation va forcément permettre de fidéliser un client et de faire en sorte qu'il nous recommande et que ça ne peut être que bénéfique. Donc la conviction, je la partage. En termes de mise en œuvre, aujourd'hui, on ne calcule pas ce ROI effectivement des réclamations. Une des difficultés pour mettre en place ce type de démarche, c'est les données disponibles et donc l'accès aux données nous permettant de calculer cela, sachant que BNP Paribas Cardif, on est dans l'assurance, la notion de panier moyen et de fidélisation, elle est aussi un petit peu différente qu'elle peut être dans le retail, parce qu'un client, souvent quand il a pris son assurance, et notamment si on parle d'assurance vie, c'est quand même des assurances sur le long terme, sans qu'il choisisse. Après, c'est quand même intéressant de voir son multi-équipement en banque, effectivement, ça peut être un point. Et après, ce que je pourrais rajouter au débat, sans forcément aller beaucoup dans le concret, c'est que le ROI, c'est à la fois effectivement ces enjeux de panier moyen, de réachat, de fidélisation, et je pense que c'est aussi mettre en perspective justement le coût des réclamations et des récurrences sur les réclamations. C'est-à-dire de montrer qu'en plus, c'est la somme des deux finalement. Si on traite bien plus vite, ça va nous coûter moins cher de le traiter, en plus ça va rapporter. Donc voilà, je réponds de façon un peu théorique, mais n'empêche que je partage complètement ce qui a été dit. Et ce qu'on a constaté effectivement avec les entreprises qui ont accepté et qui ont joué le jeu justement de mettre ces datas, et je te rejoins pleinement, la difficulté, souvent, c'est justement les datas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bizarrement, on mesure, on attrape plein de données, et ces données de satisfaction, de fidélisation, elles sont souvent difficilement palpables. Et dans les entreprises, il y a notamment une mutuelle niortaise qui s'est prêtée au jeu, et elle, chez elle, l'incidence de la réclamation bien traitée, et pourtant, elle caracole sur la SAT habituelle auprès de ses sociétaires. Ce qu'ils constatent, c'est qu'effectivement, quand la réponse a été faite et satisfaisante, ils ont un taux de très grande satisfaction qui est juste délirante par rapport aux sociétaires qui n'ont jamais eu d'incident effectivement de parcours. On a parlé de panier moyen, mais il y a aussi la recommandation auprès d'un autre acteur, où chez lui, c'est la recommandation. C'est-à-dire qu'en gros, le client moyen qui n'a jamais eu de bug, il y a une reco qui est forte, mais par contre, quand il y a eu un bug et une réponse satisfaisante, là, on décuple. Donc, voilà, mais c'est pas un vilain teasing, c'est des choses qui seront mises à disposition prochainement. Et une fois de plus, alors quand je dis ça coûte rien, il faut faire attention, quand on dit ça coûte rien, souvent on entend c'est gratuit donc ça ne vaut rien. Mais c'est quelque chose qui a déjà été modélisé par des économistes et il y a déjà d'entreprises il y a déjà très longtemps. Simplement la difficulté, c'est comme le disait l'un d'entre nous il n'y a pas très longtemps, c'est ce dessin qu'on voit souvent avec des hommes préhistoriques qui poussent une charrette avec des roues carrées, et puis là il y en a un qui arrive avec la roue ronde, et puis les autres qui disent non mais on n'a pas le temps. Et donc souvent c'est comme le disait encore Moati il n'y a pas très longtemps chez nous, pour aller vite certaines fois il faut savoir s'arrêter et prendre du temps. Et je pense que un des sujets, et on en revient tout à l'heure, vitesse, précipitation, répondre à une réclamation plus vite, oui on peut le faire de plus en plus vite, mais voilà, jusqu'où, quel est où est-ce que ça vaut le coup de mettre des ressources? Et je pense que de faire une pause, d'investir effectivement dans le ROI, c'est un vrai gain. Je prends une question au vol qui concerne, je pense, plus le secteur de l'assurance. Donc, je me tourne vers vous, Emmanuel. Comment anticiper et se préparer avec les nouvelles directives à CPR? Voilà, tout est enregistré, sera filmé contre vous. C'est technique. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi sans rentrer dans le secret du doute bien? Non, c'est une question ouverte très très large, et je suis pas sûre que les 2 minutes qui nous restent vont suffire à répondre. Bien sûr qu'on y a réfléchi. Voilà, je pense que ça
ceux qui sont dans l'assurance savent qu'effectivement, ça va pas mal nous bouleverser. Est-ce qu'on doit centraliser complètement les réclamations? Est-ce qu'on doit mettre plus de ponts et de laisser plus de décisions au premier niveau? Bon, beaucoup de questions. Sincèrement, je ne vois pas comment y répondre en 2 minutes. Et je suis désolée que la personne n'ait pas pu assister au club assurance, club métier qu'on a fait avec la marque spécifiquement sur le sujet. Je ne sais pas si on peut y répondre en 3 dehors. heures, on n'avait pas réussi de faire le tour. Là, sincèrement, en 2 minutes, c'est un peu compliqué de vous répondre. En tout cas, bien sûr qu'on y a réfléchi. On a plusieurs scénarios. On n'a pas complètement acté, sachant que la mise en œuvre est prévue en janvier 2023. Ça nous laisse un petit peu de temps. Donc là, je m'adresse à Estelle. Vous l'avez compris. Vous êtes plus que la bienvenue à la marque pour la prochaine session Banque Assurance. Je salue Isabelle qui nous quitte et qui nous salue chaleureusement. Et je prends une dernière question qui est davantage sur la mesure, le ROI, les KPI. Donc là, je me retourne vers vous, Marie-Louise. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire comment mesurer un ROI sur des motifs de réclamation sur des heures de facturation de contrat, par exemple? Sur des heures de... Pardon, sur des erreurs de facturation de contrat. Comment y mettre un peu de chiffres là-dessus? D'avoir une approche, on va dire... Je ne vais pas botter en touche ni répondre des bêtises. Par contre, je serais très heureux de pouvoir éventuellement échanger ou transmettre des données. Mais là, comme ça, il faut que je m'approprie le sujet. Mais en tout cas, le modèle, le complaint model, puisque c'est son nom, en fait, le but du jeu, c'est de flaguer. Je ne sais pas si ça aidera la personne, hein, mais la satisfaction d'un client qui n'a jamais réclamé et quelle est soit sa recommandation, soit sa satisfaction moyenne, soit son panier moyen. Et ensuite, il y a tout un espèce d'arbre pseudo-décisionnel sur lesquels la personne a-t-elle été insatisfaite. Mais je ne réponds pas à la question, donc ça ne sert à rien. Je vais me perdre, je vais la perdre. Et, on reprendra la question, puis je pense que... Voilà. Sur LinkedIn et je me pencherai sur le berceau, mais... La chose, je vais dire des bêtises. Bien sûr. Et puis, Oran, qui me précède aussi au niveau de l'animation, qui me redemande la date pour le 3 juin, je crois. Alors, c'est le 3 juin au matin. Métrique, c'est mesure du ROI de la réclamation client. Voilà, la personne sera la bienvenue. On n'a pas encore de programme communiqué ni d'invitation communiquée, mais elle peut nous envoyer un message à contact@tamarque.asso.fr ou sur le chat, qu'elle le dise, on reviendra vers elle. Très bien. Pour conclure, je vois qu'il est déjà 10 heures. Je recommence avec vous, Nadine. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette cartographie? Alors moi j'ai le sentiment qu'il y a eu une attention accrue en tout cas des entreprises qui sont beaucoup plus orientées réclamation me semble-t-il, que ce soit dans cette mesure 2021 que celle de 2018. Il y a des progrès, quand même une meilleure définition de la réclamation, une vigilance accrue sur les réclamations postées sur des réseaux sociaux, des délais moyens qui se raccourcissent un petit peu, des accusés de réception qui sont un peu plus souvent envoyés. Donc moi j'ai le sentiment qu'il y a du progrès. Pour autant il y a encore des marges de progrès qui sont importantes, notamment sur 3 dimensions à mon sens. Première dimension, tout ce qui est gestion des réclamations en termes de délai de traitement et de suivi de la réclamation, comme l'a souligné Marie-Louise, le fait de communiquer lors du traitement, et même les canaux de réponse utilisés, savoir utiliser le téléphone sur une réclamation courrier typiquement. Ça, c'est la première dimension de progrès. Deuxième dimension de progrès qui reste à accomplir, c'est la sensibilisation à l'ensemble des collaborateurs. On voit qu'il y a du chemin à parcourir au travers des chiffres. Et troisième point, c'est le pilotage des KPI justement pour aller jusqu'à effectivement un meilleur suivi. Voilà. Marie-Louise, je vous pose la même question. J'ai envie de dire que la réclamation sort du placard, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Tout ce qui touche au domaine de la gestion, ça s'affûte, ça s'affine et ça va dans le bon sens. Après, là où globalement tout le monde se cherche encore, c'est vraiment sur le KPI, le pilotage. Donc c'est là où je pense qu'il faut mettre le poids du mort et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que certaines fois il faut s'arrêter, prendre du temps pour en gagner. Et donc c'est sûrement là où se trouve le sujet. D'où le 3 juin aussi. Oui, d'où le 3 juin, notamment. Emmanuel, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir justement vous par rapport à cette cartographie? Comment vous l'appréhendez en tant que professionnel de la voix du client? Ça permet toujours de se benchmarker à la fois avec des confrères banques assureurs, mais aussi avec d'autres secteurs d'activité, donc ce qui est toujours très riche, de voir un peu ce que ça donne de façon globale. Moi, je citerai en conclusion peut-être 2 autres chiffres qui m'ont interpellé, dans lesquels il y a des marges de progrès sur le marché et dans lesquels je pense qu'on a également des marges de progrès au niveau BNP Paribas Cardif. Le premier, de mémoire, je crois que c'est 61% seuls 61% des réclamations sont
résolu au premier contact. Donc ça, je pense que c'est faible et c'est vraiment un enjeu très fort du ROI, de pouvoir résoudre au premier contact. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, je pense, sur lequel il faut qu'on travaille. Et le deuxième qui va un peu avec, c'est que 57% des entreprises, je crois, ont une politique de dédommagement des clients et une réclamation sur 3 donne lieu à des gestes commerciaux, pardon, un geste commercial. Et donc là encore, je pense que c'est un sujet où je pense que nous, au niveau de BNP Paribas Cardif, on peut s'améliorer sur la politique de dédommagement de façon à structurer cette délivrance et notamment les délivrer au premier contact. Parce que je pense qu'il y a un lien entre les deux et que ça peut éviter certaines réitérations et des coûts dont je parlais tout à l'heure. Donc encore plein d'autres chiffres disponibles tels que ces deux-là dans la cartographie des services réclamation. Très bien. Merci Emmanuel. Je vois qu'il y a une petite remarque d'Éric. Oui, bien évidemment Éric, on vous transmettra le lien pour le 3 juin, sans faute. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Emmanuel Saint-Just, je rappelle que vous êtes directeur ou directrice voix du client chez BNP Paribas Cardif. Merci beaucoup. Marie-Louise Julien, vous êtes déléguée générale de la marque, l'association pour le management de la réclamation client. Et Nadine, vous êtes Garbet, vous êtes directrice générale adjointe chez Init. Absolument. Merci de votre fidélité en tout cas sur la News Expérience Client. C'était un réel plaisir d'avoir ce beau monde autour de la table et je vous dis à très vite, que ce soit sur les bancs de la marque, chez l'Init ou chez BNP. À très bientôt. Ciao, ciao.